Parfois, il suffit de s'arrêter un instant et d'écouter sa voix intérieure pour ressentir un étrange, presque inexplicable, décalage en se trouvant à l'intérieur d'une vieille gare ferroviaire. Une personne se tient sous des voûtes qui s'élèvent vers le ciel sur des dizaines de mètres, entourées de marbre, de granit et de sculptures dignes des temples antiques, attendant qu'un train à vapeur bruyant, crachant des volutes de suie, fasse son entrée. La version officielle de l'histoire soutient que ces palais ont été construits spécifiquement pour les besoins du transport, mais à y regarder de plus près, cette logique commence à se fissurer. Un soupçon troublant émerge. Les trains ne seraient-ils qu'un décor dans un espace initialement destiné à quelque chose de tout autre? Ces gigantesques structures semblent être les vestiges d'une civilisation dont le niveau technologique échappe encore à notre compréhension. On nous demande de croire qu'au milieu du XIXe siècle, des gens, à peine sortis d'un système féodal et se déplaçant à cheval, ont soudainement commencé à ériger des ouvrages d'une telle complexité que même les architectes modernes, armés de modélisation numérique, les jugent difficiles à réaliser. Il est difficile d'imaginer comment des bâtisseurs, éclairant leurs maisons à la bougie, pouvaient créer des dômes capables de couvrir un stade de football, en n'utilisant que des outils primitifs et un travail manuel. Ce qui attire particulièrement l'attention, ce sont les dimensions. Des ouvertures de portes massives, atteignant parfois 5, voire 8 mètres de hauteur, semblent excessives pour une personne de taille moyenne. L'ingénierie ne tolère pas le vide lorsqu'il s'agit de milliers de tonnes de pierre. Chaque élément doit avoir une fonction précise. Si des portes de 3 étages existent, il est logique de supposer qu'elles ont été conçues pour ceux qui pouvaient y entrer sans difficulté. Le contraste technologique est saisissant. D'un côté, des gares cathédrales majestueuses avec une acoustique parfaite et une géométrie complexe nécessitant des machines à commande numérique. De l'autre, une locomotive primitive, essentiellement une cuve d'eau chauffée au charbon. Le rendement de cette machine est dérisoire, elle vibre et fume, ce qui ne correspond en rien à l'architecture des palais de cristal. Cela évoque l'idée d'utiliser un opéra comme entrepôt de fertilisants. La logique de cette combinaison est totalement absente. Il semble bien plus probable que la théorie selon laquelle ces gares n'ont pas été construites au XIXe siècle, mais simplement découvertes, soit la bonne. La civilisation moderne est arrivée sur les ruines d'un monde plus avancé, a trouvé ces complexes gigantesques, les a débarrassés de leurs couches séculaires et les a adaptés à ses modestes besoins. Les rails ont été posés là où, autrefois, des flux d'une énergie totalement différente circulaient. Au milieu du XIXe siècle, de nombreuses villes paraissaient désertes, d'immenses places dans les capitales mondiales étaient vides, et les rares silhouettes de personnes en haillons semblaient étrangères devant ces constructions cyclopéennes. Le silence de ces mégapoles abandonnées évoque l'idée que les véritables bâtisseurs ont disparu, et que ceux que nous voyons sur les anciennes images ne sont que les premiers colons arrivés pour occuper des propriétés vacantes après un cataclysme mondial. Les nouveaux propriétaires ont commencé à réécrire méthodiquement la fonction des bâtiments. Ce qui aurait pu être des centrales électriques est devenu des temples, et les gigantesques portails de transport et résonateurs acoustiques se sont transformés en salles d'attente familières. Ce changement de fonction est devenu le fondement d'une nouvelle mythologie historique. Lorsque nous commençons à analyser l'intérieur de ces colossales structures, une question de fond se pose, celle de leur pertinence. En architecture et en ingénierie, rien n'est laissé au hasard. Chaque paramètre, de la hauteur des portes à la largeur des escaliers, est déterminé en fonction des besoins physiques des utilisateurs. Pourtant, les anciennes gares montrent une ergonomie qui entre en contradiction frappante avec la physiologie d'un être humain ordinaire. Les imposantes entrées, atteignant 5, 6, voire 8 mètres de hauteur, sont officiellement justifiées par un désir de grandeur et un pathos architectural. Mais si l'on met de côté les termes d'historien de l'art et qu'on adopte la logique d'un ingénieur, il devient évident que de telles ouvertures sont excessives pour une personne mesurant 1,70 m. Pourquoi dépenser des ressources pour construire des portes de 3 étages, pratiquement impossibles à ouvrir manuellement sans mécanismes spéciaux? La réponse s'impose d'elle-même. Ces passages étaient conçus pour des êtres de dimensions tout à fait différentes. Cette étrangeté se retrouve non seulement dans les halls d'entrée, mais aussi dans les espaces de service fermés,
où l'aspect décoratif cède la place à la fonctionnalité. Dans les couloirs et les tours de nombreuses gares, des escaliers subsistent, rendant le déplacement extrêmement inconfortable pour l'homme moderne. Des marches de 40 cm de haut exigent des efforts démesurés, transformant une simple montée en un exercice épuisant. C'est une ergonomie conçue pour des créatures mesurant près de 3 mètres, des dimensions qui, dans notre histoire, sont considérées comme mythiques. Un observateur attentif remarquera que même les éléments de contrôle de l'espace sont placés de manière peu naturelle. Les poignées de porte et les mécanismes de verrouillage dans certains bâtiments historiques se trouvent au niveau du visage d'un adulte moderne. On se croirait dans un manoir abandonné, tentant de s'adapter à des objets du quotidien créés pour des hôtes de taille gigantesque. Les images de ces bâtisseurs n'étaient peut-être pas simplement le fruit de l'imagination des sculpteurs. Les Atlantes soutenant les voûtes et les portiques pourraient être plus que de simples personnages mythologiques. Ils pourraient être des sortes de autoportraits de ceux qui ont réellement érigé ces murs. La science officielle soutient que tout cela n'est qu'un hommage à la mode antique. Pourtant, la mode concerne le décor, pas les normes d'ingénierie fondamentale. Aucun constructeur ne va accroître le volume des travaux de terrassement et le coût des matériaux de plusieurs fois simplement pour des raisons esthétiques, si cela nuit à l'utilisation quotidienne du bâtiment. Ces objets faisaient partie d'un système global, construit selon une norme unique qui ne tenait pas compte des besoins de l'homme de taille modeste. La question la plus troublante reste celle du temps. Si l'on en croit les manuels scolaires, ces palais pour géants ont été érigés au milieu du XIXe siècle par des ouvriers utilisant des outils primitifs. Mais les chiffres et les faits révèlent un blocage technologique, dans lequel la version officielle se heurte en tentant d'expliquer l'échelle et la rapidité d'une telle construction. Lorsque nous passons de l'analyse des formes à l'étude du processus de leur création, la version officielle de l'histoire commence à ressembler à un scénario mal écrit. On nous demande de croire qu'au milieu du XIXe siècle, à une époque où le principal moyen de transport était le cheval et l'outil de base un marteau et un ciseau, l'humanité a soudainement couvert la planète d'un réseau de gares cyclopéennes. Si l'on prend une calculatrice et qu'on évalue simplement les ressources nécessaires, le tableau de ce grand chantier s'effondre sous nos yeux. Prenons par exemple la logistique. Pour ériger une grande gare, il faut des dizaines, voire des centaines de millions de briques parfaitement cuites, ainsi que des milliers de tonnes de granit et de marbre. Les chroniques officielles affirment que ces volumes étaient transportés sur les chantiers par des charrettes. Mais un simple calcul montre que, pour maintenir de tels rythmes de construction, une file continue de chariots de plusieurs dizaines de kilomètres devait s'étendre vers le site, fonctionnant jour et nuit pendant de nombreuses années. D'où venaient à ce moment-là tant de chevaux, de fourrages et surtout de routes capables de supporter un tel poids par tous les temps? Le travail du métal apparaît encore plus mystérieux. Les énormes portées des gares sont soutenues par des fermes métalliques complexes, assemblées avec des millions de rivets. On nous dit que des ouvriers, manuellement, à 30 mètres de hauteur, sans l'utilisation de grues et d'outils pneumatiques, chauffaient et rivetaient de l'acier incandescent. Pourtant, la qualité des alliages de l'époque dépasse souvent celle des équivalents modernes en termes de résistance à la corrosion. Les technologies de forge et de fonderie nécessaires à la création de telles structures supposent l'existence d'une industrie lourde développée et d'une standardisation qui, à ce moment-là, était censée être à ses débuts. Les travaux de terrassement suscitent également un grand questionnement. Les voies ferrées menant à ces palais passent souvent par des dépressions profondes ou des remblais élevés. Pour créer un tel relief, il faut déplacer des milliards de mètres cubes de terre. Un excavateur moderne mettrait des semaines à accomplir cela, mais au XIXe siècle, on proposait de le faire manuellement avec des pelles et des brouettes. L'ampleur du travail réalisé est si colossale qu'il se dégage une impression persistante que les bâtisseurs n'ont pas construit ces voies à partir de rien, mais qu'ils ont dégagé des tranchées déjà existantes, vestiges d'une infrastructure bien plus puissante. Toutes ces incohérences conduisent à une seule conclusion. L'histoire officielle de la révolution industrielle est une tentative d'expliquer la présence de technologies que les nouveaux colons n'ont pas créées, mais qu'ils ont simplement essayé de maîtriser. Les chemins de fer n'étaient pas construits, ils étaient déterrés.
Les majestueuses gares n'étaient pas érigées à partir de la première pierre. Elles étaient extraites des couches de sédiments étranges qui ont recouvert la planète à la suite d'un événement global. Ce sol omniprésent est devenu le principal mystère de cette époque. Si l'on observe de près les vieux bâtiments, on peut remarquer qu'ils ne se contentent pas de se tenir sur le sol. Ils y sont enfoncés. Et ce n'est pas une couche culturelle, comme les historiens essaient de nous en convaincre, mais quelque chose de bien plus vaste et soudain. Le phénomène des bâtiments ensevelis est sans doute la trace la plus frappante d'une catastrophe mondiale que les historiens préfèrent ignorer. À travers le monde, de New York à Saint-Pétersbourg en passant par Anvers, nous observons le même tableau inexplicable. Les premiers étages de majestueuses gares et bâtiments administratifs sont littéralement enfouis dans le sol. De grandes fenêtres ornées de cadres décoratifs plongent profondément sous l'asphalte, tandis que les entrées sont souvent aménagées par des escaliers improvisés menant à l'ancien deuxième étage. La science officielle avance la théorie du niveau culturel, affirmant qu'au cours d'un siècle ou deux, le niveau du sol a naturellement augmenté en raison de l'activité humaine et de la poussière. Cependant, les calculs d'ingénierie contredisent ce mythe. Le niveau culturel dans les villes s'accroît à une vitesse d'environ 1 cm par décennie. Pour qu'un bâtiment s'enfonce de 3 à 4 mètres, il aurait fallu plus de 2000 ans, et non pas 150 comme on nous le fait croire. De plus, lors des fouilles de ces fondations, il s'avère qu'il ne s'agit pas simplement de sous-sols, mais de véritables espaces de vie avec des finitions de qualité, des ouvertures de portes et des décorations élégantes que personne n'aurait choisi d'enterrer volontairement. Le tableau devient clair si l'on envisage l'hypothèse d'un cataclysme soudain, un gigantesque déluge de boue et d'argile ayant submergé la planète entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Ce n'était pas une simple crue, c'était un flux de boue d'une ampleur planétaire qui a transformé des villes florissantes en ruines, ensevelies sous plusieurs mètres de sédiments. L'argile que nous considérons aujourd'hui comme un sol naturel est en réalité les cendres d'une civilisation passée ou le résultat d'une immense émission atmosphérique. C'est pourquoi, sur les anciennes photographies du milieu du XIXe siècle, les villes apparaissent comme si elles venaient tout juste d'être déterrées. Les rues sont d'une propreté impeccable, mais la végétation fait défaut, et les premiers étages sont ensevelis sous la terre. Les gares, étant les structures les plus massives, ont subi le moins de dommages en termes de solidité, mais leurs niveaux inférieurs sont restés à jamais cachés. Les nouveaux habitants, arrivés sur ces territoires après la catastrophe, n'ont pas construit ces bâtiments. Ils ont entrepris de les déblayer. Les nœuds de transport se sont transformés en zones de fouilles. Au lieu de construire de nouveaux terminaux, les gens ont restauré ce qui avait survécu, traçant des rails sur le sommet des routes ensevelies et utilisant les niveaux supérieurs des arches comme nouvelles entrées. Cela explique pourquoi de nombreuses anciennes gares possèdent une structure à plusieurs niveaux si étrange, où la logique de circulation des passagers semble confuse et irrationnelle. Mais la question la plus importante reste: qui étaient ces nouveaux habitants? Si la planète a été frappée par un apocalypse d'argile, d'où venaient ces millions de personnes pour peupler ces villes vides récemment déterrées? La réponse à ce mystère se cache dans l'un des phénomènes sociaux les plus étranges et sombres de cette époque. Voulez-vous découvrir comment les villes désertes se sont peuplées de nouveaux résidents et ce que cachaient réellement les trains des orphelins? Lorsque la poussière du cataclysme mondial s'est enfin un peu dissipée, une tâche colossale attendait les architectes du nouvel ordre mondial. Peupler les villes désertes et, plus important encore, faire oublier aux nouveaux habitants ce qui s'était passé ici auparavant. Sur les anciennes photographies du milieu du XIXe siècle, nous voyons une scène troublante. Des avenues monumentales des capitales mondiales, bordées de bâtiments majestueux, totalement désertes. Dans ces décors, il n'y avait pas de vie, jusqu'à ce que commence un processus que l'histoire officielle couvre pudiquement sous le terme de migration de masse. L'un des phénomènes les plus étranges et les plus difficiles à expliquer de cette époque fut celui des trains d'orphelins. Pendant des décennies, des trains remplis de milliers d'enfants sans parents partaient de grands centres de distribution vers les 4 coins du monde, vers l'Ouest sauvage, la Sibérie, l'Australie. On nous dit qu'il s'agissait d'enfants abandonnés, issus de la surpopulation et de la pauvreté. Mais d'où venaient ces millions d'enfants seuls dans des villes désertes?
Une théorie avance que ces enfants étaient des produits d'une reproduction massive en incubateur ou les vestiges d'une population dont les parents avaient été effacés de la réalité par le cataclysme ou le nettoyage qui a suivi. Ces enfants étaient le matériau idéal pour façonner une nouvelle histoire. Ils n'avaient pas de racines, pas de mémoire du passé, personne pour leur raconter comment fonctionnaient vraiment les grandes coupoles des gares et à quoi servaient les portes géantes. On les formait de zéro, leur donnant de nouveaux métiers et leur inculquant une chronologie confortable, où ils étaient des pionniers dans un monde sauvage, et non des pillards sur les ruines d'un grand empire. Ceux qui étaient plus âgés et pouvaient se souvenir de la véritable réalité attendaient un sort différent. C'est précisément dans la seconde moitié du XIXe siècle qu'un pic anormal de construction de grands bâtiments, officiellement appelés « maisons pour les personnes en détresse », a été observé à travers le monde. Ces établissements ressemblaient davantage à des forteresses ou à des prisons et étaient érigés selon les mêmes canons antiques que les gares. On y amenait ceux qui refusaient d'accepter la nouvelle réalité, ceux qui continuaient à affirmer que le ciel était autrefois différent et que l'énergie circulait dans l'air. Là, derrière des portes closes, se déroulait une correction de la mémoire ou l'élimination définitive des témoins. La grande réinitialisation nécessitait du temps et un contrôle strict. C'est pourquoi les nœuds ferroviaires sont devenus des points de contrôle essentiels. La gare s'est transformée d'un temple de la technologie en un point de filtrage, où les nouvelles personnes recevaient leurs orientations et leur nouveau destin. Le système ferroviaire lui-même, qui avait été initialement conçu pour des objectifs totalement différents, a été adapté aux besoins de la déportation et de la logistique rigoureuse de la nouvelle humanité. Cependant, en s'appropriant cet héritage laissé derrière, les nouveaux maîtres ont été confrontés à un problème. Ils avaient appris à utiliser les murs, mais avaient complètement perdu les clés de la source d'énergie qui alimentait ce monde. Les majestueux flèches et coupoles, sous lesquelles nous attendons aujourd'hui des trains, cachent des secrets qu'une simple couche de peinture ne peut dissimuler. Êtes-vous prête à découvrir quelle énergie ces colosses architecturaux collectaient réellement et pourquoi la science moderne cache si soigneusement la véritable fonction d'une simple flèche de gare? Lorsque nous examinons l'architecture des anciennes gares sous l'angle de la physique plutôt que de l'art, leur véritable fonction commence à émerger à travers les couches de suie et de peinture. L'élément principal de tout terminal majestueux est le dôme, surmonté d'un système complexe de flèches et de structures métalliques. On nous a fait croire que c'était un simple ornement esthétique, destiné à souligner la richesse de l'Empire. Pourtant, dans un monde où chaque kilogramme supplémentaire nécessite des coûts colossaux, une telle surenchère n'a pas de sens, à moins que ces dômes ne fassent partie d'une gigantesque installation énergétique. Les anciennes gares ne sont pas de simples bâtiments, mais des dispositifs techniques sophistiqués pour collecter et distribuer l'électricité atmosphérique, ou ce que l'on appelait autrefois l'éther. La géométrie du dôme est parfaitement adaptée pour focaliser les radiations électromagnétiques, tandis que les hautes flèches ornées d'éléments dorés et de sphères étranges au sommet agissaient comme de puissantes antennes réceptrices. À une époque où, selon les données officielles, l'humanité n'en était qu'à l'ère des lampes à pétrole, ces palais étaient déjà baignés de lumière et de chaleur sans fil. Regardez les intérieurs des anciennes salles d'attente. Il n'y a pratiquement aucune trace de suie provenant de torches ou de chauffage au charbon, bien que les volumes des pièces soient colossaux. Pour chauffer une telle salle avec du charbon, il aurait fallu des dizaines de poêles et une véritable armée de chauffeurs. Mais dans les plans originaux, nous ne trouvons souvent pas de cheminée. À la place, il y a d'étranges grilles métalliques dans le sol et les murs, ainsi que des lustres qui brillaient sans l'utilisation de mèches. L'énergie se déversait littéralement dans l'air, collectée par des antennes sur les toits et transmise à travers l'architecture résonante des salles. Les flèches des gares avaient souvent une forme identique à celle que l'on voit sur les cathédrales et les bâtiments gouvernementaux de l'époque. C'était un réseau global unifié. Les voies ferrées, ayant une conductivité électrique élevée, pouvaient servir de mise à la terre ou de conducteurs géants, transmettant l'énergie d'un nœud à un autre. La forme même des arcs sous lesquels passent aujourd'hui les trains est un résonateur parfait. Le son et la vibration à l'intérieur de telles constructions s'amplifient, créant une certaine fréquence qui pouvait être utilisée pour stabiliser le champ énergétique. Les nouveaux maîtres du monde
arrivés après la catastrophe, n'ont pas pu maîtriser pleinement ces technologies. Ils ont coupé les fils, retiré les éléments métalliques superflus des flèches, les qualifiant d'éléments décoratifs, et ont remplacé l'électricité atmosphérique sans fil par une combustion primitive des ressources. Cependant, ils n'ont pas pu complètement dissimuler l'essence technique des bâtiments. Les anciennes gares continuent de vibrer à leur fréquence, rappelant une époque où l'énergie était gratuite et accessible à tous, directement dans l'air. Mais l'utilisation de l'éther n'était que la partie émergée de l'iceberg. Si ces bâtiments étaient des centres énergétiques, alors le transport qui s'y trouvait devait être fondamentalement différent. Ce que nous appelons aujourd'hui train est une imitation grossière des technologies qui permettaient autrefois de se déplacer dans l'espace de manière dépassant la compréhension moderne de la physique. Êtes-vous prêt à jeter un œil derrière le rideau des couloirs acoustiques et à découvrir comment fonctionnaient réellement les portails de transport du passé? L'idée que les gares d'autrefois servaient uniquement à embarquer dans des wagons serrés, enveloppés de fumée, s'effondre dès que nous commençons à explorer les propriétés acoustiques de ces espaces. La géométrie des voûtes, des dômes et des arches dans les anciens terminaux est réalisée avec une précision mathématique, caractéristique non pas des halls d'attente, mais de gigantesques chambres résonnantes. Dans ces bâtiments, le son ne se contente pas de se réfléchir. Il vit, se renforce et se concentre en certains points, créant des ondes stationnaires d'une puissance colossale. Des expériences modernes avec la lévitation acoustique prouvent qu'un son dirigé à une fréquence spécifique peut maintenir des objets en l'air et les déplacer. Si nous devions étendre cette technologie à l'échelle d'une gare, nous obtiendrions un système de transport ne nécessitant ni combustion de charbon, ni utilisation de carburant diesel. Les majestueuses arches pouvaient servir de guide pour des corridors acoustiques, à l'intérieur desquels les objets se déplaçaient pratiquement sans friction, utilisant les vibrations de la structure même du bâtiment et du sol. Il existe une hypothèse audacieuse selon laquelle les rails que nous voyons aujourd'hui ne sont qu'une technologie secondaire, dégradée. À l'origine, les voies pouvaient jouer le rôle de guide magnétique ou vibratoire, tandis que les capsules de transport glissaient au-dessus d'elles, obéissant aux résonances des dômes. Dans ce contexte, la gare se transforme en un véritable portail, un lieu où l'espace et la matière, sous l'influence des fréquences, changèrent de propriété, permettant de parcourir d'énormes distances en quelques minutes. Les matériaux jouaient un rôle particulier dans ce phénomène. L'abondance de quartz naturel dans le granit et le marbre des murs transformait l'ensemble du bâtiment en un gigantesque élément piézoélectrique. Dans certaines conditions, une telle structure pouvait générer des champs influençant la gravité. Ce que nous percevons aujourd'hui comme un « écho » dans un hall de gare vide n'est qu'un faible écho de cette symphonie technologique qui, autrefois, faisait littéralement flotter des constructions de plusieurs tonnes. Cependant, aujourd'hui, cette fonction est bloquée ou déformée. Les hauts plafonds, qui auparavant offraient énergie et vitesse, sont maintenant utilisés pour réprimer la volonté des masses. L'acoustique des gares dans le monde moderne sert à créer un sentiment d'insignifiance chez l'individu, écrasant sa psyché sous l'immensité des espaces et le bruit chaotique. Nous utilisons les portails des dieux comme des nœuds de transfert pour des machines primitives. Mais pourquoi ce système a-t-il cessé de fonctionner? La réponse réside dans les traces d'impact physique, impossibles à dissimuler sous des couches de plâtre. Sur les murs des grandes gares et des forteresses en étoile subsistent des cicatrices d'un conflit dont l'ampleur n'est enregistrée dans aucun manuel d'histoire officiel, mais dont nous voyons les conséquences partout. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'il est advenu de ceux qui maîtrisaient l'énergie de l'éther et quelles traces des guerres stellaires sont encore conservées dans les façades en granit de nos villes? Des traces de destruction, que nous avons l'habitude d'attribuer au temps ou à l'érosion, révèlent, à un examen attentif, une vérité troublante sur la fin d'une grande civilisation. Les anciennes gares et les forteresses étoilées à travers le monde portent sur leur corps en granit des cicatrices impossibles à infliger avec de simples canons ou des incendies. Un chercheur attentif remarquera sur les blocs de pierre massifs des marques d'une chaleur incroyable. Du granit fondu qui s'est littéralement écoulé le long des façades, se transformant en une matière vitreuse. Pour que le granit commence à fondre,
Une température supérieure à 1200 degrés Celsius est nécessaire, ce qui ne peut être atteint par la combustion normale du bois ou même du charbon dans le cadre d'un incendie de rue. Ces dommages sont sélectifs et rappellent l'utilisation d'armes à plasma ou à faisceaux de haute technologie. À certains endroits, nous observons des coupes de pierre parfaitement nettes et des bords fondus, témoignant de frappes aériennes sur les villes. Les grandes gares de cette époque, avec leurs murs puissants et souvent des couches de plomb dans leur maçonnerie, pouvaient servir non seulement de nœuds de transport, mais aussi de refuges capables de résister à un rayonnement intense. Le plomb, que l'on trouve aujourd'hui dans les fondations et les planchers des anciens bâtiments, est souvent expliqué par la nécessité de protection contre l'humidité, mais son véritable rôle pourrait avoir été de protéger contre la radiation. L'ampleur de la purification du passé a été colossale. Ce que l'histoire officielle appelle les grands incendies du XIXe siècle, ayant détruit des quartiers entiers à Chicago, Moscou, Boston et Londres, était en réalité une destruction intentionnelle des preuves et des vestiges de technologie. Sous le couvert de catastrophes naturelles, les nouveaux maîtres du monde ont effacé l'architecture gênante, impossible à adapter aux besoins de la nouvelle société primitive. Les bâtiments qui ont réussi à survivre ont subi une reconstruction sévère. Les ornements ont été arrachés, des ouvertures inutiles ont été murées, des statues qui auraient pu en dire trop sur leurs créateurs ont été détruites. Nous existons dans un monde qui a été littéralement reconstruit à partir des débris après un conflit global. Les élites modernes de cette époque ont agi comme des pilleurs, s'emparant des artefacts technologiques abandonnés et se déclarant leurs bâtisseurs légitimes. L'histoire a été réécrite de manière à effacer la mémoire même de la défaite et de ceux qui détenaient l'énergie de l'éther. Mais le granit se souvient de tout. L'impact thermique, qui a modifié la structure de la pierre sur les façades des grandes gares, est un témoin silencieux de la fin d'une époque où le ciel appartenait non pas aux oiseaux, mais au flux d'énergie pure. Prendre conscience que nous vivons sur les ruines d'un monde plus avancé change complètement notre perception de la réalité. Nous ne sommes pas à l'aube du progrès. Nous essayons seulement de nous souvenir de ce qui était autrefois naturel pour nous. Et ce chemin vers la vérité commence par la compréhension de la matrice artificielle dans laquelle nous sommes enfermés. Êtes-vous prêts à conclure notre exploration et à découvrir comment l'illusion dans laquelle nous vivons a été construite et ce que cache vraiment la fin de cette grande mystification historique? L'état actuel de notre civilisation peut être comparé à celui de pillards ayant découvert un vaisseau spatial abandonné et utilisant ses compartiments comme entrepôts de bois. Nous déambulons dans des halls conçus pour contrôler l'énergie de l'univers, tout en discutant d'un retard de train de banlieue. Cette dégradation n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une mystification globale qui a transformé l'humanité en consommateur sur les ruines de sa propre grandeur. La chronologie historique que l'on nous enseigne est artificiellement étendue pour dissimuler une vérité troublante. L'Antiquité n'était pas il y a des milliers d'années, elle s'est achevée littéralement hier. Le fossé entre l'époque des Titans, qui bâtissaient des gares-palais, et notre réalité n'est que de 200 ans. Pour masquer cet effondrement catastrophique, une matrice a été créée, une histoire fictive d'un progrès lent depuis les communautés primitives jusqu'à la machine à vapeur. En réalité, nous assistons non pas à une évolution, mais à un recul rapide. Nous avons perdu les secrets du béton géopolymère, de la transmission d'énergie sans fil et de la lévitation acoustique, les remplaçant par la combustion de ressources non renouvelables et une consommation infinie. Les élites modernes semblent ridicules et étrangères dans les décors du passé. Elles ne sont que des occupants temporaires dans des bâtiments dont la véritable fonction leur échappe. L'éveil commence lorsque l'individu cesse de croire aveuglément aux manuels scolaires et commence à faire confiance à ses propres yeux. Les étages ensevelis, les gigantesques ouvertures de portes, les flèches antennes et le granit fondu ne sont pas des erreurs d'architectes, ni des caprices de la nature. Ce sont des preuves irréfutables que le monde dans lequel nous vivons a été rapidement reconstruit après un nettoyage global. Ceux qui ont tenté de préserver la mémoire de l'ancien ordre ont disparu derrière les murs d'institutions fermées, remplacés par de nouvelles générations dépourvues de racines et de pensée critique. La prise de conscience de la réalité engendre un frisson, mais ce frisson ne provient pas des voûtes de pierre, il émane de la compréhension de l'ampleur de la tromperie.
Nous sommes enfermés dans un système où les nœuds de transport se sont transformés en points de contrôle et les temples de la science en musées des illusions. Cependant, tant que ces colosses de granit se dressent, nous avons encore une chance. La prochaine fois que vous vous retrouverez sous le majestueux dôme d'une ancienne gare, ne vous précipitez pas à regarder les tableaux d'affichage. Levez les yeux, scrutez la géométrie parfaite des arcs et les cartes stellaires sur les voûtes. Ressentez la vibration d'un espace qui se souvient d'autres maîtres et d'autres époques. Notre passé n'a pas disparu, il est caché à la vue de tous, attendant ceux qui trouveront le courage de reconnaître que nous sommes les enfants d'une grande civilisation, ayant temporairement oublié notre véritable nom. L'histoire prend véritablement vie au moment où on la raconte. Abonnez-vous à la chaîne, car il est fort probable que vous n'ayez encore jamais entendu ce qui va suivre.